La jeune fille demanda au garçon s'il avait déjà entendu l'histoire de l'oiseau de l'enfer. Elle a dit que c'était un oiseau tiré d'un livre que sa grand-mère lui lisait lorsqu'elle était enfant. Cet oiseau a un corps noir comme un corbeau et des yeux rouge sang. Et si vous regardez dans ses yeux, il volera votre âme. Johanna croyait qu'Étienne lui avait ainsi volé son âme. Reguel est une région modeste et désolée du nord. Aujourd'hui, il y a eu une petite agitation dans le domaine situé au sommet de la colline. La servante qui coiffait les cheveux longs de la jeune fille lui dit de se dépêcher car son père allait bientôt arriver. Mais elle promit de faire d'elle la plus belle de tout Raguel. Johanna a répondu, en lisant le livre, que cela ne suffisait pas. Parce que son père parcourt le monde, elle devait donc être la plus belle de tout le monde blanc. Massa sourit, ajoutant qu'il n'y a pas si longtemps, elle était une petite fille, mais qu'elle est maintenant devenue une grande dame. La servante demanda pourquoi Johanna attendait le décompte. La jeune fille rappela au vieux Massa que son père lui avait promis de lui apporter un cadeau. Johanna a demandé à la nounou ce qu'elle pensait que ce serait, une robe ou un livre, mais elle voulait plus un nouveau livre. Eugène, la fille du comte Johanna, n'aimait pas vraiment les robes, mais elle voulait être belle devant son père. Peut-être qu'alors il la regarderait, ne serait-ce que pendant un petit moment. Le vieux Massa a dit à la jeune fille qu'elle n'avait rien à craindre, car elle était la plus belle femme qu'elle ait jamais vue. La fille a dit que la nounou l'avait embarrassée. Massa lui jura au nom de Sainte Diane qu'elle était très belle. La servante a admis qu'elle craignait qu'un marquis d'un état voisin ne l'épouse bientôt et ne l'emmène. Johanna a réprimandé Massa pour avoir pleuré la nuit à cause de telles absurdités. Après tout, elle n'avait que 16 ans et n'avait même pas fait ses débuts dans la haute société. La jeune fille n'avait pas encore pensé au mariage. De plus, elle pensait que les jeunes hommes de la haute société ne s'intéressaient pas aux aristocrates ruraux comme elle. La nounou s'est indignée et a dit à la jeune fille qu'elle devrait porter avec fierté le nom de famille du comte Eugène. La servante leur apprit que la voiture du comte était déjà visible à l'horizon. Eli Evgenia, le frère de la jeune fille, était indigné qu'elle l'ait rencontré sans le sourire aux lèvres. Johanna s'est excusée auprès d'Eli, expliquant qu'elle ne s'attendait pas à le voir. Son frère lui rappela qu'il était le maître de cette maison pendant l'absence de son père. Elle devait donc le rencontrer convenablement. Et tout le monde savait que ce type ne fréquentait que les maisons de jeu. Eli a ajouté à sa sœur que sa tête était en désordre complet et qu'aucun des mariés honnêtes ne l'épouserait. Il lui a dit de ne pas montrer ça à son père. Johanna ne comprenait pas pourquoi son frère était toujours si en colère contre elle, et pourquoi à chaque fois elle tremblait de peur à côté de lui. Même si elle connaissait la réponse, le vieux comte entra dans le salon et demanda s'il le rencontrait. Johanna a commencé à féliciter son père pour son arrivée, mais son frère l'a interrompu et a félicité son père pour son retour à la maison. Johanna s'inclina devant son père et dit qu'elle était heureuse qu'il soit revenu sain et sauf. Eli a demandé s'il avait terminé son travail dans la capitale. Le comte Twain Eugène répondit « Oui » et demanda aux enfants de le laisser se reposer sur la route, car les secousses de la voiture l'avaient épuisé. Il a demandé si quelque chose s'était passé en son absence. Eli a répondu que tant qu'il serait ici, son père ne pourrait pas s'inquiéter de la succession. Johanna s'est reproché de ne plus avoir parlé à son père. Elle savait que c'était toujours comme ça avec elle. Tout le monde passe du temps avec elle comme un fantôme. Le comte ordonna au serviteur Joseph d'amener quelqu'un dans la maison. Le comte Twain a dit qu'il vivrait avec ses enfants. Il fallait donc le présenter. Eli ne comprit pas de quoi il parlait, et son père dit que c'était un cadeau qu'il leur avait promis. Johanna était heureuse d'entendre parler de ce cadeau, car cela signifiait que son père ne l'avait pas oublié. Mais elle a été choquée par ce qu'elle a vu. C'était un garçon d'à peu près son âge, vêtu de haillons, couvert de bleu et d'égratignures. Sur sa main, la jeune fille remarqua la marque d'esclave de l'Empire caspien. Quand Johanna a regardé le garçon dans les yeux, elle a eu peur, car elle se souvenait de la légende du corbeau de l'enfer, car il avait les mêmes yeux rouge sang. Eli a dit qu'il sentait mauvais. Le vieux comte répondit que le garçon devait être lavé et qu'il serait comme neuf. Le père ajoutait qu'il avait l'œil pour les belles personnes. Le comte Twain dit aux enfants qu'il serait leur frère ou leur esclave. Johanna était gênée par le fait que le garçon ne la quittait pas des yeux, ce qui n'est pas caractéristique d'une servante. La jeune fille était contrariée que ce soit son cadeau et se rendit dans sa chambre. Le comte ordonna à Massa de donner un bain au garçon et lui prépara un dîner avec tout le monde. À cette époque, Johanna ne savait pas encore que ce sale garçon aux yeux rouges sang était le pire, et en même temps le meilleur cadeau de toute sa vie. Le père n'a jamais regardé sa fille dans les yeux, et même s'il les regardait, il se détournait immédiatement, comme s'il était impossible de les regarder du tout.
Le frère aîné battait constamment Johanna simplement parce qu'elle se trouvait dans ses yeux. Il l'accusa que c'était à cause d'elle que leur mère était morte. La jeune fille a pleuré et a demandé à la nounou s'il était possible qu'elle ne soit pas du tout une personne, mais un fantôme ou un mauvais esprit qui a tué sa mère. La messe a apaisé l'enfant. Elle a dit que son frère était justement dans un âge de transition, et qu'ensuite il grandirait et deviendrait un excellent vicomte. Et la blessure au cœur du père persistera un jour. Maza disait toujours à la fille qu'elle était très belle et que tout le monde l'aimait. Mais Johanna n'y croyait pas, car elle savait qu'elle était dégoûtante pour ses proches. Élie a demandé à son père s'il avait réellement l'intention de manger à la même table que l'esclave. Le garçon s'assit et regarda Eli, dans sa vieille chemise, et regarda Johanna, qui était assise en face. Le vieux comte répondit à son fils que plus sa position dans la société était élevée, plus il devait prêter attention à ceux qui étaient inférieurs à lui. La jeune fille remarqua que les blessures de l'esclave étaient beaucoup plus graves qu'elle ne le pensait au premier abord. Il ne pouvait pas manger du tout. Il semblait à Yoanni que quelque chose n'allait pas chez lui. Elle ne comprenait pas pourquoi il la regardait ainsi. Après tout, aucun esclave ne regarderait aussi impitoyablement les nobles. Élie a demandé au garçon pourquoi il ne mangeait pas. Mais il a ajouté qu'il n'entendait pas ignorer leur hospitalité et leur gentillesse. L'esclave prit le couteau et l'apporta avec hésitation dans l'assiette. Soudain, Johanna l'arrêta. Elle lui a proposé du porridge liquide au lieu de viande solide. Il lui semblait qu'il mangerait ainsi plus vite. Le gars a commencé à manger, et la fille a expiré. S'il ne mangeait rien, son frère ne le laisserait pas tranquille, et elle ne voulait pas voir ça. Élie a décidé de demander à son père où il avait trouvé ce garçon. Le comte répondit qu'un brouillard impénétrable s'était installé sur le chemin et que le cocher faillit le renverser. Le père a dit qu'il ne pouvait pas laisser un tel enfant sur la route. Johanna pensait qu'il était juste heureux d'avoir un esclave pour rien. Le frère a demandé s'il était possible qu'il ait volontairement sauté sous le chariot. Après tout, les pauvres font souvent cela et demandent de l'argent pour se faire soigner. Le comte répondit qu'il aimait l'apparence du garçon. Père a ajouté que même s'il ne parle pas, il y a en lui quelque chose de la noblesse parceur. Il a dit que peut-être un jour il leur serait utile. Pendant ce temps, le vieux comte ordonna à son fils de s'occuper du garçon et alla se reposer. Johanna était contente que le garçon ait mangé. Et Élie prit un verre de son vin et le versa sur la tête de l'esclave assis à côté de lui. Il dit à sa sœur que cet esclave mouillé n'avait rien à voir avec un noble. La jeune fille était horrifiée que son frère trouve cela amusant. Le frère était contrarié qu'elle n'aime pas son idée, mais il en a proposé une nouvelle. Élie a appelé sa sœur et lui a dit qu'elle avait déjà 16 ans. Il est donc temps d'apprendre à se comporter avec les domestiques. Il lui a ordonné de donner un coup de pied à l'esclave. Le frère a rappelé à la sœur qu'elle savait exactement comment s'y prendre. Johanna se souvenait de la façon dont il la battait à chaque fois qu'elle croisait son regard. La jeune fille resta debout sans bouger. Élie a exigé qu'elle le frappe, parce que les gens comme lui devraient avoir leur place. Johanna se rapprocha du garçon assis sur la chaise. Elle lui a murmuré qu'elle le frapperait légèrement. Alors elle lui a demandé de faire comme s'il souffrait beaucoup. Le garçon tomba de sa chaise, se tordant de douleur. Élie a félicité sa sœur pour sa capacité à battre un esclave, ajoutant qu'elle avait probablement beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et la fille a eu pitié du gars qui s'est suicidé en tombant par terre. Étienne Bernhardt de l'Empire d'Ursec, le deuxième fils du prince, vécut toute sa vie dans la prospérité et l'harmonie. Mais sa vie semblait au garçon insupportablement ennuyeuse. Le prince a eu 4 enfants et ils s'entendaient tous parfaitement. Personne ne s'opposait à ce que le fils aîné hérite du titre, comme il se doit. Un jour, son jeune frère Edwin a demandé à Étienne s'il était déjà tombé amoureux. Edwin a dit qu'il semble avoir rencontré son amour. Elle a les yeux bleus et les cheveux bruns. Ses yeux étaient comme l'éclat de l'eau reflétant le ciel bleu. Étienne sourit et dit que son frère avait dû avoir le béguin pour quelqu'un au dernier bal. Étienne a couru très vite. Derrière lui, il criait « Cherchez plus vite, il a les cheveux blonds courts et les yeux rouges. Il porte des vêtements très chers, donc vous ne pouvez pas le manquer. » Le garçon ne comprenait pas pourquoi tous ses frères mouraient en même temps. Edwin, mourant, a déclaré que c'était sa belle-mère qui avait empoisonné leur collation. L'enfant a demandé à son frère de sortir d'ici le plus vite possible, et il est mort. Et Étienne a couru. Il pouvait entendre sa belle-mère crier, à quel point elle était bouleversée qu'il se soit enfui. Il a couru et couru, sans se retourner, se réprimandant pour sa lâcheté et pour avoir quitté sa maison natale. Il ne s'est arrêté que lorsqu'il était sur la rive du port. Par chance, un navire à destination de l'Empire Caspien apparut dans son champ de vision.
En vendant un à un les biens qu'il possédait, il acheta tout ce dont il avait besoin. Il a acheté un billet pour le bateau avec sa veste, du pain et de l'eau avec ses bijoux de famille. Après son arrivée à Caspion, il a changé la couleur de ses cheveux en foncé avec l'aide d'une sorcière. Même si Étienne était quelque peu soulagé de s'être enfui, l'idée de passer le reste de sa vie ainsi le rongeait de l'intérieur. Alors que le garçon a été pris pour un esclave sans aucun parent, sa fuite a duré 1 an. Et le deuxième fils du prince prenait une apparence de plus en plus pitoyable dans un pays étranger. Étienne était allongé dans la grange sur la paille et avait terriblement froid. Il pensait déjà qu'il allait bientôt mourir de froid et rencontrer son frère, et il le suppliait de vivre. Soudain, la porte de la grange s'ouvrit et il la vit au clair de lune. La fille du comte vint vers lui et le garçon fut surpris de la voir ici. Johanna tendit une pomme au garçon et détourna rapidement le regard. Étienne était offensé qu'elle ne le regarde pas dans les yeux, comme indigne d'elle. Le garçon a décidé qu'il ne lui permettrait pas de le traiter comme si de rien n'était. Il lui sembla qu'elle le tuait dès la première seconde où il était là. Il la jeta au sol, s'allongeant sur elle. Étienne dit à la jeune fille qu'elle avait tort si elle pensait qu'il avait besoin de sa pitié. Johanna était allongée sous lui et regardait avec horreur ses yeux rouges sang. La fille accourut dans la cour, jetant toutes les pommes sur le garçon. Elle s'en voulait de vouloir aider un esclave anormal. Étienne pensait qu'il était allé un peu trop loin. Mais il se dit qu'il ne fallait pas succomber à cette fausse bonté, car il savait lui-même comment cela pourrait tourner. Le comte dit au revoir aux enfants avant de partir pour l'empire d'Ursec. Il a dit que l'empereur de cet empire n'était pas en bonne santé, et qu'il devait vérifier par lui-même ce qui s'y passait. Et le comte Twain voulait aussi rappeler à l'aristocratie locale l'empire voisin. Il regarda le garçon et dit qu'il était très beau. Ensuite, le comte lui a ordonné d'obéir à Ilia, car il est le futur comte. Johanna était en colère parce que son père parlait plus souvent à l'esclave qu'à elle. Alors elle regarda le garçon avec ressentiment. Dès que le comte fut parti, Élie dit à sa sœur de s'asseoir tranquillement dans la résidence, car il se rendait à Aibel. La jeune fille savait que son frère allait jouer, mais elle lui a dit « D'accord ». Soudain, Élie se retourna et frappa le garçon. Johanna ne comprenait pas pourquoi son frère avait commencé à le battre. Mais il a dit qu'il n'avait pas besoin de ce sale esclave. Élie a ajouté qu'il battait le garçon chaque fois qu'il l'apercevait. La jeune fille le regarda avec horreur et comprit que maintenant le garçon s'offusquerait également d'elle. Johanna était assise dans le bureau de son père et s'occupait des affaires et des documents de leur résidence. Maza lui apporta du thé et supplia la jeune fille de se reposer au moins un peu. La nounou lui a demandé où était son frère. La jeune fille répondit qu'il était allé à Aibel. La foule était très indignée que l'autre soit reparti jouer. La vieille fille lui dit qu'il n'était pas bon pour le futur comte d'aller dans les maisons de jeu, car le vicomte avait un travail, et celui-ci était de gérer les territoires. Et il lui reproche tout. Mais Johanna a répondu à la nounou que gérer Raguel est le devoir de leur famille. Elle ne peut donc pas rester les bras croisés s'il n'y a pas de frère. Massa a vu en elle sa défunte mère. La servante dit qu'elle devait vaquer à ses occupations, mais supplia la jeune fille de ne pas s'approcher de l'esclave. Elle était très effrayée par ses yeux rouges sang. Elle lui rappela la légende de l'oiseau aux mêmes yeux et partit. Johanna se souvenait de ce qui s'était passé entre eux cette nuit-là et pensait que c'était une bonne chose que la nounou n'en sache rien. Par hasard, la jeune fille se rappela comment un esclave, incapable de prononcer un mot, lui avait dit de ne pas le plaindre. Elle était furieuse qu'il les ait trompés pendant tout ce temps. À cette époque, Étienne gardait des moutons et était en colère contre son maître qui le battait. Il pensait qu'il valait mieux s'enfuir que d'endurer ça. Mais il entendit la voix d'une jeune fille qui courut vers lui. Elle l'a réprimandé parce qu'il était capable de parler et de les tromper. Et le garçon se leva et la regarda silencieusement avec ses yeux terribles. Johanna a voulu se rapprocher de lui, mais elle a trébuché sur une racine d'arbre et est tombée. Elle ne pouvait pas bouger sa jambe, et le garçon a couru vers elle et lui a demandé comment elle allait. Étienne lui tourna le dos et tomba à genoux. La jeune fille comprit qu'il voulait qu'elle grimpe sur lui. Elle ne le voulait pas, mais elle n'avait pas le choix. Alors qu'il la portait sur son dos, Johanna pensait qu'il était assez fort, bien que d'apparence fragile. Elle se pressa contre lui et sentit son odeur. La jeune fille se surprit à penser qu'il sentait bon. À ce moment-là, elle ne se souciait même pas que quelqu'un leur pardonne, ou que son frère dise qu'elle ferait honte à leur famille. Le vieux Maza, passant devant la chambre de Johanna, entendit des voix et la regarda. Là, elle vit un garçon aux yeux rouges assis près du lit de la jeune fille. La servante lui a dit de sortir d'ici, mais Johanna lui a tout expliqué. Le gars lui a bandé la jambe qu'elle a blessée lors d'une promenade.
La nounou était très inquiète que l'esclave ne fasse rien de mal à la fille. La jeune fille a répondu qu'il ne lui avait rien fait de tel, mais elle s'est demandé « Aurait-il pu ?» Plus tard, Johanna a commencé à observer secrètement comment le garçon travaillait dans la cour. Il sentit sa présence et lui demanda pourquoi elle n'était pas simplement venue lui dire bonjour. La jeune fille s'est approchée de lui et l'a remercié de l'avoir aidé à panser sa jambe, et grâce à lui, la guérison est plus rapide. Le garçon resta silencieux, ce qui provoqua la colère de la dame. Elle a décidé de lui rappeler qu'il avait aussi quelque chose à lui présenter ses excuses. La jeune fille faisait référence à l'incident lorsqu'il l'a projeté au sol de la grange. Il semblait à Yoanni que le garçon avait peur. En voyant son visage, elle lui assura qu'elle n'en avait parlé à personne, sinon il serait mort maintenant. Ensuite, la jeune fille a ajouté qu'elle serait également époustouflée par le fait qu'elle rencontrait un homme la nuit. Johanna était sur le point de partir quand le garçon l'arrêta avec sa main. Il s'est excusé auprès d'elle et lui a dit qu'il n'aurait pas dû être aussi impoli avec la dame. Johanna lui a dit que c'était ainsi que les choses auraient dû se passer depuis le début. Et elle-même ne pouvait pas croire qu'il avait changé si vite. La jeune fille a dit à l'esclave qu'elle lui pardonnerait la première fois, mais qu'il n'y aurait aucune pitié la prochaine fois. Le gars a souri et la fille a commencé à penser à lui faire ça, a arrêté de rire. Elle se souvenait que son frère avait dit qu'il n'avait pas besoin d'un esclave. La dame informa Étienne qu'à partir de ce jour, il serait son esclave personnel. Désormais, il doit répondre à tous ses caprices. Le garçon ne s'y attendait pas et resta silencieux. Puis Johanna l'attrapa par le bras et le tira en lui disant qu'elle lui montrerait tout Reguel. Lorsqu'ils coururent jusqu'au sommet de la colline, on pouvait tout voir autour. Étienne, voyant cette beauté, sourit. Et la jeune fille, voyant son sourire, était contente qu'il l'apprécie. Elle était même un peu surprise qu'il puisse non seulement froncer les sourcils. Si Johanna le pouvait, elle écrirait une lettre à sa mère, à propos de la façon dont quelque chose d'incroyable lui est arrivé. Du fait qu'un jour le père a amené un esclave avec lui. C'était un garçon aux yeux rouges du même âge qu'elle. Massa lui interdit même de lui parler à cause de ses yeux rouges effrayants, comme ceux d'un oiseau de l'enfer. Mais elle, en tant que maîtresse de tout Raguel, entend agir en se basant sur ses propres convictions. Si elle possède toute la résidence, pourquoi devrait-elle éviter tout esclave? Lorsqu'il est avec elle, il fait tout pour elle. S'il voit des roses, il se blessera les mains pour cueillir sa fleur, afin qu'elle ne soit pas blessée. Johanna a suggéré au garçon de courir rapidement vers la colline la plus proche. Il fut surpris, mais courut après elle. La fille a gagné et ils se sont allongés sur l'herbe pour se reposer. Étienne regarda d'abord le ciel, puis la jeune fille. Ses yeux étaient comme le ciel azur. Ils se sont allongés l'un à côté de l'autre et se sont regardés dans les yeux. Le garçon pensait que cette fille était un peu étrange pour une comtesse. Lors de leur première rencontre, celle-ci s'est déroulée modestement. Il a donc pensé qu'elle avait un caractère calme, mais il s'est avéré qu'elle est prête à se précipiter quelque part, sans ménager ses efforts, et n'hésite pas à faire quelque chose que les nobles méprisent habituellement. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble. Ainsi, alors qu'ils étaient dans la pièce, Johanna remarqua par la fenêtre la voiture de son frère. Elle ordonna au garçon de s'asseoir tranquillement dans le garde-manger. Étienne a entendu comment Élie criait après sa sœur et comment il la battait. Le gars s'en voulait de ne pas pouvoir la protéger, ainsi que sa famille, son foyer, sa famille. Élie a dit à sa sœur qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles elle passait beaucoup de temps avec un esclave. Il n'est donc pas surprenant qu'elle sente mauvais. La fille a répondu que le gars ne faisait que son travail et qu'en plus il prenait un bain tous les jours. Son frère l'a encore frappée pour avoir défendu un esclave. Il lui a demandé si elle était déjà tombée amoureuse. La jeune fille lui jura qu'elle n'avait rien fait de honteux. Élie a pris le visage de sa sœur avec sa main et lui a dit qu'elle aurait de sérieux problèmes. Après tout, il n'avait que son beau visage. Par conséquent, la seule chose qu'elle peut faire pour la famille est d'épouser un riche noble issu d'une famille noble. Le frère a ordonné à Johanni d'aller dans sa chambre et d'y broder, comme le font les vraies femmes nobles. La jeune fille était de nouveau allongée sur le sol, se couvrant le visage de ses mains lorsqu'il partait. Johanna a trouvé un gars dans la rue au travail. Elle lui a proposé de le promener et il a dit qu'il sentait mauvais. La jeune fille a répondu qu'elle s'en fichait. Étienne ne comprenait pas pourquoi il était toujours là. Après tout, chaque jour il pensait à s'échapper d'ici, mais il voulait au moins lui être utile. La fille était heureuse que le garçon ait accepté de l'accompagner, mais le serviteur Joseph l'a attrapé, les voyant ensemble, et a jeté Johanna dans le sous-sol. Elle lui demanda avec indignation ce qu'il faisait. Joseph s'est excusé auprès de la dame et a ajouté que la parole de M. Eli était supérieure à la sienne.
La jeune fille a donc été laissée seule dans un endroit sombre et froid, sans nourriture ni objet chaud. Élie ordonna au vieux Massa de la garder là pendant 3 jours, en ne lui donnant que de l'eau et du pain. La nounou de la jeune fille était très inquiète pour sa santé et a demandé au monsieur de s'occuper de sa sœur. Mais le jeune homme a rappelé à la servante qu'elle est la maîtresse de tout Raguel, et qu'elle est une vieille femme qui ne sera emmenée nulle part ailleurs s'il la chasse. La vieille femme était en colère contre le garçon aux yeux rouges et lui reprochait ce qui s'était passé. Le gars s'est également blâmé. Puis Massa se souvint de ce que Johanna lui avait dit à son sujet. Lorsque la nounou leur a interdit de communiquer, la jeune fille lui a dit que ce garçon était plus capable de bons sentiments que les autres et qu'il ne fallait pas juger les gens sur leur apparence. Étienne a grimpé vers la jeune fille au sous-sol depuis un passage secret, ce qui lui a terriblement fait peur. Johanna ne savait pas qu'il était possible d'arriver ici de cette façon. Le gars a dit que sa nounou lui avait montré ce mouvement. Il a ajouté que Massa était très inquiet pour elle et lui a demandé de lui rendre visite. Le garçon s'est excusé auprès de Johanna et lui a dit qu'il ne serait plus son esclave personnel. La jeune fille, effrayée, lui demanda pourquoi il en avait décidé ainsi. Johanna supposait qu'elle avait fait quelque chose de mal ou qu'il en avait assez de la suivre partout. Mais le gars a répondu que tout n'est pas comme ça, mais qu'elle est très gentille avec lui. Ensuite, la jeune fille a demandé quel était le problème et il a répondu qu'elle avait des problèmes à cause de lui. Johanna a dit qu'elle était enfermée ici non pas à cause de lui, mais à cause de son frère. Mais le garçon lui a rappelé qu'il n'était qu'un esclave qui n'avait même pas le droit de lui parler. Il a ajouté que si une rumeur se répandait selon laquelle elle serait devenue intime avec un esclave du sexe opposé, il se ferait un plaisir de la reprendre et de la crier dans toutes les rues. La jeune fille a dit qu'il en parlait comme s'il connaissait l'aristocratie par ouï-dire. Le gars a répondu qu'il ne méritait pas d'être bien traité par elle de toute façon. Il a demandé à la dame de le traiter désormais comme un esclave ordinaire. Johanna s'offusqua de lui parce que la parole de son frère était plus importante pour lui que la sienne. La jeune fille a admis qu'elle le considérait comme sa famille, qui lui manquait tellement. Le gars a dit que c'était des bêtises et la dame l'a traité de coquin. Puis il lui a demandé de le réprimander pour impolitesse, de le battre et de lui interdire de s'approcher d'elle. Mais elle n'allait pas faire ça. Johanna a demandé au garçon s'il voulait qu'elle devienne comme son frère et commence à battre les gens comme les autres aristocrates. « De rien !» dit la dame. Elle a crié qu'elle n'aimait pas ça du tout et qu'elle était même dégoûtée de voir quelqu'un d'autre le faire. La jeune fille s'est souvenue de la façon dont son frère l'avait battue et a commencé à s'étouffer. Étienne la calma, lui montra comment respirer par le nez et la serra contre lui lorsque sa respiration se calma. Il la serra dans ses bras et s'excusa pour ce qu'il avait fait. La jeune fille a déjà eu de telles crises en raison de douleurs thoraciques constantes, mais elle était surprise qu'un esclave humilié pour son apparence sente si bon. Cela sentait les feuilles sèches baignées par les rayons du soleil chaud. Par conséquent, Johanna reprit rapidement son souffle, car il lui semblait qu'elle se promenait dans la forêt printanière. Le garçon lui caressa les cheveux et sentit la chaleur de son corps. Il ne comprenait pas comment il pouvait mettre la main sur une fille aussi mignonne, même s'il était son frère. Plus tard, le garçon a essayé de persuader la dame de manger au moins un peu de pain, mais elle a refusé. Puis il lui a demandé d'imaginer qu'il était son frère, qu'elle désirait tant. Johanna était intéressée par une telle idée et lui a dit qu'elle voulait un frère cadet. Le gars a admis qu'il avait 1 an de plus qu'elle. La jeune fille fut surprise d'entendre cela, mais ne voulait toujours pas manger. Il s'inquiétait pour sa santé et elle a dit qu'il ne devrait rien avoir à voir avec cela. Lorsque la dame a crié, le garçon lui a mis une miche de pain dans la bouche et lui a dit qu'elle devrait être plus silencieuse, car il les entendrait et comprendrait qu'elle n'était pas seule ici. En mâchant du pain, Johanna a admis qu'elle refusait de manger parce que plus tard elle voudrait aller aux toilettes. Le gars a souri et a dit qu'il nettoierait après elle. Ensuite, la dame s'est mise en colère parce qu'elle ne voulait pas encore plus de cela. S'étant un peu calmée, la jeune fille a décidé qu'elle devrait donner un nom au garçon, s'il est maintenant son frère. Il a admis qu'il l'avait inventé uniquement pour qu'elle mange, et lui-même n'a pas droit à un nom. Mais la dame a dit que les serviteurs avaient des noms, alors il devrait aussi le trouver. Johanna a demandé au garçon s'il voulait qu'on le traite d'oiseau de l'enfer pour le reste de sa vie. Alors le garçon lui dit « Je m'appelle Étienne, mais vous seul le savez. » À la suite de l'emprisonnement de 3 jours dans le cachot froid qui servait d'entrepôt, la dame a développé de la fièvre et tout son corps était douloureux. Par conséquent, la jeune fille a passé du temps au lit et, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu une rose à côté de son oreiller. La fois suivante, elle a fait semblant de dormir et a attrapé la main du garçon.
Étienne posa la rose et voulut quitter la pièce tranquillement. Mais Johanna s'est levée du lit et l'a arrêtée. Elle a admis qu'elle était déjà habituée aux brimades de son frère. La jeune fille lui a dit que la douleur disparaît avec le temps, mais que sans lui, elle ne pourrait pas supporter cette solitude. Johanna a donc demandé à Étienne de ne pas la quitter. Le garçon s'est agenouillé près de son lit et a dit qu'il n'avait pas le droit d'agir contre sa volonté. Et depuis, il ne l'a pas quittée une seule minute. Les saisons se succédaient jusqu'à ce que les roses fleurissent à nouveau. Un jour, Johanna a demandé au garçon s'il avait vraiment 18 ans, car il avait beaucoup grandi au cours de l'année écoulée. Maintenant, elle devait pencher la tête pour le regarder dans les yeux. Johanna a dit qu'elle ne se souciait pas de son âge, car cela ne change rien au fait qu'il fait partie de sa famille. La jeune fille a demandé à Étienne s'il aimait passer du temps avec elle. Le garçon regarda ses seins, rougit et se détourna d'elle. Johanna ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Le vieux comte dit au garçon qu'il avait beaucoup grandi depuis qu'ils ne s'étaient pas vus. Le garçon répondit à l'homme que tout cela était grâce à lui. Earl Twain a déclaré qu'il avait entendu Joseph dire qu'il babillait, et qu'il n'y croyait même pas. Mais, en fait, dès le premier jour, le comte n'a pas laissé le sentiment qu'il n'était pas un esclave. Le sentiment que devant lui se trouve un jeune homme avec une dignité qui ne peut être cachée, quels que soient vos efforts. Le comte décida de tester ses suppositions et raconta au garçon son voyage dans l'empire d'Ursec. Il a dit qu'il y avait eu une grande agitation là-bas à cause de la disparition d'un garçon qui avait exactement son âge. Le comte Twain a demandé si le garçon savait quelque chose sur le prince Bernard. Étienne fut choqué par ce qu'il entendit, mais le garçon essaya de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se disait. Il répondit qu'il n'était pas citoyen de l'empire Ursec. Le garçon ajouta qu'il n'avait jamais entendu un tel nom, et s'excusa donc auprès du comte de ne pas pouvoir l'aider. Le comte a déclaré que si c'était le cas, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. D'autant plus qu'il recherche un mec aux cheveux blonds et aux yeux rouges, mais il a les cheveux foncés. L'homme a félicité le garçon pour son bon travail et sa loyauté envers sa famille. Étienne quitta le bureau du comte et parcourut le couloir. Il ne pouvait pas croire qu'il était toujours recherché dans tout l'Empire, car une année entière s'était déjà écoulée. Sa belle-mère, Katrina Bernard, a tué ses frères et son père afin de faire de son propre fils le successeur. Étienne ne pouvait plus appeler cet endroit son chez-soi. Il passa devant la salle où Johanna avait appris à être une dame. Le gars a dit mentalement qu'il ne se souciait pas de ce titre princier, l'essentiel est qu'elle soit sa famille. Quand Étienne entra dans la grange, il y aperçut Johanna. Elle a dit que son frère avait invité un homme d'affaires à ouvrir un bal en l'honneur de ses débuts. Le garçon a demandé s'il n'était pas encore revenu. La jeune fille a répondu qu'il savait lui-même à quel point son frère était rarement à la maison. Elle supposait qu'il possédait une villa à Ibel. À cette époque, dans la ville de Ibel, Élie embrassait sa bien-aimée Élisabeth de Marie. Il a demandé pourquoi elle n'avait pas dit qu'elle l'attendait ici et qu'elle n'était pas rentrée chez elle. La jeune fille a répondu que son père ne parlait que de la propension de son fiancé aux jeux et aux dettes. C'est pour ça qu'elle s'est enfuie, parce que c'était insupportable d'entendre. Élie a remercié la mariée pour sa confiance et a déclaré qu'il comprenait les sentiments de son père. Après tout, il ne veut pas donner sa fille unique à un noble du village. La fille a crié qu'il n'était pas un villageois et qu'elle en avait déjà assez des nobles. Elle a dit qu'elle voulait juste être avec son bien-aimé et que ce serait suffisant. Élisabeth de Marie est la fille unique du marquis de l'Empire Caspien. Lui et Élie se sont rencontrés pour la première fois il y a 1 an lors d'un bal organisé par la famille de Marie. Il sembla à la fille qu'il la conquérait par sa beauté. Comme sous l'influence d'un sort, elle fut attirée par cet homme. Élisabeth a préparé une maison pour leur réunion secrète. Cependant, elle seule croyait que c'était le destin. Alors qu'Élie rentrait chez lui en calèche avec sa servante, il lui dit qu'il en avait assez de faire l'amour avec cette fille. Il a ajouté que ce serait formidable si sa fiancée était aussi sensible qu'elle, et qu'elle passait son bras autour de la taille de la servante. Mais elle a répondu qu'elle était folle de lui. Ce n'est donc qu'une question de temps lorsque le marquis de Marie cédera à l'égoïsme de sa fille unique et bien-aimée. Élie en rêvait pour atteindre la fortune de la famille de Marie. Il pourrait alors se débarrasser de sa propriété de campagne détestée à Raguel et construire une luxueuse résidence à Ibel. Il a promis à son amant une pierre précieuse. La servante a réconforté Madame Élisabeth pour qu'elle ne pleure pas. La jeune fille a souffert du fait qu'Ilay ne l'a plus embrassée. La servante a rappelé que le jeune homme lui avait fait serment de ne pas la toucher jusqu'à ce que leur relation soit annoncée publiquement avec toutes les formalités. Cela a fait pleurer encore plus la dame.
car elle considérait Ilia comme un gentleman qui n'existe plus. Élisabeth a rappelé à l'assistante que son père avait même refusé le célèbre comte Noé. Par conséquent, la fille pensait que son père ne lui permettrait certainement pas d'être avec Ilia. La servante a dit qu'il y avait de si mauvaises rumeurs à propos du comte Noah que c'était une bonne chose que son père ait refusé de l'accepter. Élisabeth a répondu qu'elle lui en était reconnaissante. Mais Élie n'était pas du tout comme ça. Bien que le comte Eugène ne soit plus très riche à l'heure actuelle, il est connu comme un entrepreneur sérieux. Elle a demandé à l'assistante s'il existait un tel homme dans ce monde qui serait reconnu par son père. Élisabeth ne voulait pas passer toute sa vie assise à la maison comme une poupée de famille. Johanna tenait dans ses mains un énorme bouquet de lys. Elle a demandé à Massa de qui provenaient ces fleurs. Elle a répondu que le bouquet avait été envoyé de manière anonyme. Mais Massa supposait que ce bouquet provenait d'un jeune maître, ou d'un comte tombé amoureux de son portrait, qu'Élie avait préparé pour l'annonce de son premier bal. Étienne se tenait devant la porte et entendait leur conversation. Il comprit qu'Élie était très pressée d'épouser Johanna. Il a entendu dire qu'Élie devait beaucoup d'argent au comte Noah. Le gars pensait qu'il ne s'agissait pas d'un bal en l'honneur des débuts d'Johanna, mais d'une véritable affaire appelée mariage. Étienne se souvint qu'il avait déjà connu le comte Pierre Noah. Plus d'1 an auparavant, le garçon s'était réveillé dans une pièce sombre avec un tison sur la main. Il savait seulement qu'il avait été créé grâce à la magie. Et là, il a entendu comment un homme a dit à un autre que Pierre avait gâché son mariage et a décidé de jouer avec eux. Et l'autre lui a demandé s'il pensait vraiment que personne ne découvrirait ses affaires. Puis Étienne se souvint qu'il avait déjà entendu ce nom. En lisant les journaux du matin, alors qu'il est encore fils de prince, il apprend que le comte Pierre Noé est un nouvel entrepreneur de l'Empire caspien. Il s'est enrichi grâce à la traite des esclaves et à la vente de drogues illégales. Mais malgré les rumeurs, il n'existe aucune preuve solide de son implication dans tout cela. Alors il s'en sort sans problème. Quand Étienne a appris à danser à Joanne avant son bal des débutantes, la jeune fille lui a demandé comment il savait danser au bal. Il répondit qu'il avait vu des aristocrates le faire plus d'une fois. Johanna était indignée qu'il la prenne pour une personne distante, car une telle compétence ne peut être acquise par la seule observation. Elle voulait dire qui il était vraiment, mais le garçon l'a interrompu. Étienne a demandé à la jeune fille de se concentrer sur la danse car elle n'arrêtait pas de lui marcher sur les pieds. Johanna regarda sa chemise déboutonnée et rougit. La jeune fille ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Avant, elle se sentait plus en confiance avec lui, mais maintenant elle ne parvenait plus à trouver sa place. Elle continua à danser en marchant sur les pieds du garçon. Soudain, Johanna se détourna et devint triste. Elle a admis que c'était le premier bal à Raguel depuis la mort de sa mère. La jeune fille craignait de ne pas bien danser et de s'embarrasser devant sa famille. Étienne a répondu que ses talents de danseuse n'étaient pas très importants. Johanna a été surprise, car c'est un bal et ils dansent au bal. Le garçon lui baisa la main et dit qu'elle était très mignonne. La jeune fille rougit à cause de ses caresses et de ses paroles agréables. Étienne ajoutait qu'aucun homme ne ferait attention à la façon dont elle dansait quand il lui tenait la main, parce qu'elle était belle. Johanna a dit qu'il la jugerait toujours, et le gars a répondu que c'était un bal en son honneur, donc elle jugerait. La jeune fille a dit qu'elle était en admiration devant lui. Après tout, même s'il est esclave, il n'a aucune peur. Mais Johanna a admis qu'il représentait pour elle le plus grand danger, parce qu'il sait lire, danser et qu'il est plus instruit que son frère et son père réunis. « Qui es-tu » demanda la jeune fille à Étienne. Et puis elle a ajouté qu'il ne lui répondrait peut-être pas, car il mentirait encore. Et il resta silencieux. Le gars la serra fort contre lui. Il a promis à la jeune fille de tout raconter un peu plus tard, car il voulait se libérer de ce fardeau. Le jour du bal arriva, et Élie tenait la main de sa sœur. Il a rappelé à Ioanni qu'après avoir gâché sa réputation, on ne peut plus la retrouver. La jeune fille a répondu qu'elle s'en souviendrait. Un jeune homme s'approcha d'eux et leur dit que les rumeurs étaient vraies, et que la fille du comte était réellement belle. Il s'est présenté comme étant le comte Pierre Noah et a demandé à lui voler sa première danse. Le comte dit à la jeune fille qu'il rêvait depuis longtemps de la rencontrer. Ilaï remercia le comte de les avoir rendus heureux de sa visite, et Johanna se leva, effrayée et silencieuse. Son frère lui a donné un coup de coude et lui a dit de lui dire bonjour. Il a dit à sa sœur que le comte Noé est célèbre même en dehors de l'Empire et qu'en plus, il est son fiancé. La jeune fille était choquée. Pierre Noah a tapoté l'épaule de son ami et lui a demandé de ne pas embarrasser la jeune fille, car il se sent coupable. Élie a répondu qu'il voulait vraiment partager cette nouvelle. Il semblait à Ioanni qu'elle voyait son frère si joyeux pour la première fois.
Elle pensait que cet homme était vraiment très important pour lui, car il ressemblait à un membre de la famille royale. Lorsque le comte Pierre lui tendit la main, la jeune fille se calma en se souvenant de la danse avec Étienne. « Faites ce qu'on vous a appris. » Johanna ferma les yeux et commença à danser. Pierre la félicitait, ajoutant qu'elle danse avec beaucoup de grâce. La fille a remercié pour le compliment, a souri et a répondu qu'elle avait un bon professeur. Le comte a déclaré qu'il était jaloux de son professeur, parce qu'il avait l'occasion d'être seul avec elle. Pierre a avoué à Johannina qu'il était tombé amoureux d'elle dès qu'il avait vu son portrait. Il a dit qu'il rêvait depuis longtemps de la rencontrer et de lui proposer, mais son frère était si protecteur qu'il ne lui en a pas donné l'occasion. Pierre demande à la jeune fille si le bouquet de lys qu'il lui a envoyé lui plaît. Il a ajouté que dans le langage des fleurs, cela leur correspond pleinement. C'est pourquoi il est très heureux. Quand Johanna eut fini de danser, elle rentra dans la maison pour se reposer un peu. Elle réfléchit à ce que signifiait « répondre au lys » et que signifie « fiancé ». Il s'avère que lui et son frère sont déjà d'accord sur tout, et le père n'en est pratiquement pas au courant, car il n'a rien à voir avec elle. La jeune fille se demandait s'il était vraiment tombé amoureux d'elle au premier regard. Est-ce possible? Après tout, il ne sait absolument rien d'elle. Johanna se demanda si elle pourrait un jour l'aimer. Puis elle se souvint qu'Étienne avait promis d'être là, mais lui-même n'était pas venu, et elle était bouleversée. Ces tristes pensées furent interrompues par des jeunes dames qui s'approchaient d'elle. Ils admirèrent sa beauté et racontèrent depuis combien de temps ils attendaient de la rencontrer. Toutes les filles avaient à peu près le même âge qu'elle. Ils admiraient sa succession, mais Johanna pensait déjà qu'elle trouverait peut-être une petite amie. Mais ensuite une fille a demandé où exactement Lady Johanna habite, car c'est le même village et elle ne peut pas vivre ici. Et elle a ajouté qu'elle voyait Monsieur Eli tout le temps à Abel. Johanna serra les poings et se réprimanda de vouloir se lier d'amitié avec eux. Ces dames, comme tout le monde, n'apprécièrent les gens que pour leur richesse. La fille a tout raconté sur elle-même. Sur le fait qu'elle a grandi dans ce domaine et qu'elle exerce désormais les fonctions de fille du propriétaire des terres. Du fait que chaque jour, elle courait à travers les champs, qu'il remarquait autour de son domaine et appelait un village. Mais sur le fait qu'elle a causé beaucoup de problèmes à la servante. Les dames ont ri de son histoire et l'ont qualifiée de drôle. Johanna voulait dire quelque chose à propos de sa famille, mais un beau jeune homme en costume rouge l'a interrompu. Il a déclaré que la famille du comte Eugène était une famille qui avait vaincu ses ennemis à la périphérie de Ragwell pendant des générations et qui avait donné au monde de courageux chevaliers. Utilisant Regvel comme bastion, elle défend la beauté de la nature caspienne depuis des temps immémoriaux. Le jeune homme a demandé à la dame s'ils n'avaient pas honte de ne pas connaître les bases de l'histoire. Une fille a répondu qu'elle le savait et qu'elle ne voulait pas offenser Lady Johanna. Elle était simplement inquiète qu'elle soit toute seule ici. Une autre dame a murmuré à son amie à propos des yeux de ce type, et ils ont décidé de partir. Johanna a dit à Étienne qu'elle s'en occuperait elle-même. Le garçon répondit qu'il avait seulement égalisé leurs forces, parce qu'ils étaient tous les trois contre elle seule. Ensuite, la jeune fille l'a regardé attentivement et lui a demandé d'où il venait ce costume. Étienne répondit que le vicomte Élie l'avait jeté, et qu'il l'avait ramassé, mais pas pour perdre le bien. Johanna a dit que cela lui allait très bien. En fait, le costume convenait même très bien au jeune homme. La jeune fille comprit qu'Étienne n'était définitivement pas issu d'une famille simple. Après seulement s'être un peu mis en ordre, il a changé au point de devenir méconnaissable. Johanna se demandait ce qui était arrivé au garçon. Il n'avait clairement pas sa place dans ce village. Étienne lui demanda si elle allait bien, car il lui semblait qu'elle avait un teint malsain. Il a demandé si le comte Noah lui avait dit quelque chose de mal, parce qu'il lui semblait qu'elle était seule. La fille lui a demandé s'il avait tout vu. Étienne a répondu qu'il était toujours là pour veiller sur elle. Johanna a demandé si une personne pouvait tomber amoureuse au premier regard. Elle lui raconta que ce comte Noé avait dit qu'il était tombé amoureux d'elle, rien qu'en regardant son portrait. La fille ne comprenait pas comment on pouvait tomber amoureux sans connaître personne. Étienne a demandé si Johanna accepterait si le comte lui proposait. La jeune fille a répondu que ses pensées et ses questions ne seraient pas posées dans cette maison. Si un homme aussi riche que le comte Noah s'intéressait à elle, alors son frère ne manquerait pour rien au monde une telle occasion. Et le père s'en fiche du tout. Donc, cela ne le dérangera certainement pas. Le jeune homme a été surpris que la jeune fille soit si calme et lui a demandé si elle ne méprisait pas ses proches pour l'avoir vendue. Johanna ne comprenait pas pourquoi il disait cela. La fille a répondu qu'elle ne les aime pas, mais qu'elle ne veut pas les détester, car ils sont sa famille. Elle avait peur qu'une fois succombée à la haine, elle ne puisse plus les aimer.
Étienne a répondu que si tel était le cas, il irait remplir ses fonctions officielles. Johanna a demandé s'il serait son ami si elle se mariait. Le garçon répondit qu'il la protégerait jusqu'à la fin de sa vie, car il lui avait juré qu'un jour il serait son esclave. Étienne a décidé qu'il la détesterait à sa place. Johanna a appelé Étienne. Elle lui a demandé de la réchauffer et de l'embrasser. La jeune fille a dit qu'elle avait remarqué il y a longtemps comment il la regardait et se déshabillait avec les yeux. Étienne a embrassé Johanna et lui a dit qu'elle n'était qu'à lui. Ensuite, le garçon a demandé pourquoi elle n'apparaissait dans sa vie que maintenant, alors qu'il avait tout perdu. La fille a dit qu'elle l'aimait. Étienne a avoué qu'il était heureux qu'elle l'aime autant qu'il l'aimait, et a promis d'être toujours à ses côtés, et s'est réveillé. Le jeune homme a dit que peu importe avec qui elle épouserait, il ne serait pas aussi proche que lui. Il lui suffira donc simplement de venir s'allonger dans ses bras. Pierre Noy, regardant par la fenêtre du bureau de M. Elias, dit qu'il plaignait sa sœur car elle avait passé 17 ans ici. Élie a répondu à son ami que c'était pour le mieux, car ici elle s'initiait tranquillement aux tâches ménagères. Pierre a dit qu'il pensait qu'elle avait un amant. Le frère de Johanna a répondu que c'était absolument impossible, car elle avait été élevée par une noble dame qui ne rencontrerait personne jusqu'à sa majorité. Pierre s'est indigné car son ami le considérait comme assez jeune. Il a ajouté qu'à sa danse, on peut dire qu'elle a déjà dansé plus d'une fois avec son mari. Élie a répondu que ces manières étaient pratiquées par les meilleures femmes. C'est pourquoi elle danse si bien. Pour dissiper les doutes du marié, il a ajouté que sa sœur et ses amis n'avaient pas d'amant. Le comte Noah a déclaré qu'à Ibel, parmi les nobles dames, c'était désormais une mode insensée d'entrer en contact avec un homme avant le mariage et de dire que l'amour était un choix de chacun. Pierre se souvenait de la fille du marquis de Marie, pure et naïve comme une enfant, exactement ce qu'il cherchait et voulait même se marier. Mais maintenant, elle le dégoûtait à cause des rumeurs à son sujet. Le comte dit à Élie qu'il espérait vraiment qu'il ne le trompait pas, car sinon, il paiera la dette avec son corps. Quand Pierre est parti, Élie était furieux. Et puis il sourit, imaginant l'expression qu'il aurait s'il découvrait qu'il recherchait Lady de Marie. Le père a grondé Élisabeth, et elle a dit qu'elle avait seulement proposé au vicomte Eugène de boire une tasse de thé avec elle. Le comte de Marie a crié qu'il ne l'avait pas élevée pour l'épouser. Il a ajouté qu'il ne s'agit pas de l'origine du jeune homme, mais de sa réputation. Après tout, Ilia Eugène a été aperçue à plusieurs reprises près des greniers de Caïbel. La jeune fille a prouvé à son père que tout cela n'était qu'un complot, et une personne jalouse de lui répand de mauvaises rumeurs à son sujet. Mais le comte répondit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le père a ordonné à Élisabeth d'aller dans sa chambre et de reprendre ses esprits. Il a ajouté qu'elle devrait rester à la maison pour le moment pour se sortir de la tête ce marié peu fiable. La jeune fille était allongée sur son lit, complètement de mauvaise humeur. Elle a dit à sa femme de chambre qu'elle voulait aller à un bal à Raguel. La femme de chambre qui était dans la voiture avec M. Élie répondit que c'était impossible. Elle a ajouté que le bal était en l'honneur des débuts de Madame Yevgenia. Donc si une beauté comme elle y participait, cela serait considéré comme impoli. Élisabeth l'a compris, mais elle voulait faire connaissance avec la sœur d'Ilia, se lier d'amitié avec elle. Elle se demandait comment elle était. La jeune fille pensait qu'elle était aussi instruite qu'Élie. La femme de chambre ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici. Elle en a déjà tellement marre de cette dame, et elle souffre tout le temps pour M. Eli. Et il ordonna à Daria de veiller sur elle. La dame a demandé à la femme de chambre qui était Johanna. Elle a décidé que Daria devrait la connaître, car elle était au service de leur famille depuis longtemps. La jeune fille a répondu qu'elle servait M. Eli. Elle savait donc peu de choses sur Lady Johanna. Seulement que la jeune fille tremble de peur lorsqu'elle voit son frère. Et seule la vieille fille Massa, sa nounou, la traite bien. Alors la jeune fille se souvint que la dame avait un esclave. Et ils se ressemblent en ce sens qu'ils n'apprécient pas tous les deux ceux qu'ils ont et prétendent qu'ils sont les plus malheureux de ce monde. La servante croyait qu'il était possible d'épouser simplement celle proposée et de vivre une vie noble et tranquille. Et ils sont prêts à tout abandonner par amour. Elle-même n'aurait pas de parents. Et chaque jour elle s'endormait sur le sol froid, serrant son ventre vide dans ses bras, et savait si elle mangerait demain ou non. Lorsqu'Élisabeth a demandé à Daria ce qu'elle pensait, elle a répondu qu'elle imaginait son mariage avec M. Eli. Après tout, elle voulait les épouser et être sa maîtresse. Johanna a enlevé ses chaussures, qui lui faisaient déjà mal aux pieds, et se souvient avec lassitude de toute la journée d'aujourd'hui. Un frère qui lui a encore crié dessus en lui disant qu'elle avait fait quelque chose de mal. Ces dames qui se sont moquées du fait qu'elle habite ici. Le comte Pierre, tombé amoureux de son portrait.
Elle craignait qu'Étienne ne s'offense d'elle et soit parti quelque part. La jeune fille commença à le chercher derrière la maison. Elle a appelé le garçon et lui a crié qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Il lui semblait qu'elle ne pouvait pas faire un pas sans lui. Étienne s'approcha doucement et la serra par derrière. Le gars a dit qu'il était heureux qu'elle ne puisse pas vivre sans lui et qu'il ne puisse pas vivre sans elle. Il a proposé à la jeune fille de s'enfuir avec lui. Abandonner le mariage et tout pour leur amour. Étienne disait qu'ils pouvaient vivre dans la forêt ou au bord de la mer. Peu importe où, l'essentiel est qu'il ne soit pas reconnu. Le jeune homme a juré à Johanina qu'il prendrait soin d'elle pour le reste de sa vie, ou qu'il l'emmène. La jeune fille sentit son cœur battre à tout rompre. Cela n'a pas battu si vite même quand c'était le coup de foudre. Elle avait l'impression d'avoir été piquée par une abeille, comme si elle se noyait dans un lac. Massa lui a dit que les gens aux yeux rouges sont de nature très imprudente. Ils savent tromper les gens, c'est pourquoi on les appelle l'oiseau de l'enfer. Johanna a prouvé à la vieille nounou que ce garçon avait l'âme la plus pure. Et tout cela n'est rien d'autre que de vieux contes et fictions. Mais Massa lui a demandé de s'en souvenir. Étienne a demandé qui Johanna voulait le voir aujourd'hui. Un fidèle serviteur, un ami proche ou un frère aimant. Il a ajouté qu'il serait qui elle voudrait. La jeune fille se demanda si c'était vraiment si grave d'être trompée par le diable. Est-ce que ce mauvais temps, pour le laisser prendre son âme? Johanna imaginait ce qui se serait passé si elle avait écouté les autres. Si le jour de leur première rencontre, elle ne l'avait pas regardé dans les yeux, et qu'il n'était pas devenu son esclave, son ami, sa famille, alors elle aurait rompu depuis longtemps. Et même un charmant gentleman blond ne pouvait pas toucher les cordes de son âme. À sa grande surprise, ses yeux étaient dénués de toute émotion. Johanne a répondu à Étienne que grâce à lui seulement, elle attendait demain avec impatience. Par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'il soit quelqu'un, car il est son monde. Le vieux Massa la cherchait partout. Elle est allée voir Joseph et lui a rapporté que la dame était introuvable et que le bal était terminé depuis longtemps, et a demandé à chercher Johanna. Et à cette époque, dans une vieille cabane de la forêt, un esclave aux yeux rouges tenait contre sa poitrine la jeune fille qu'il aimait. La chaleur de son corps le faisait se sentir vivant. Étienne a remarqué de nombreux bleus et cicatrices sur le corps de Johanna. Il ne les avait jamais vus auparavant parce que les vêtements les couvraient. Le garçon se reprochait de ne pas avoir pensé qu'il y avait encore des blessures invisibles. La jeune fille a demandé si elle ne pensait pas qu'elle était belle avec des cicatrices. Et Étienne serra fort la dame dans ses bras et lui dit qu'il l'aimait quoi qu'il arrive, et il commença à penser à tuer son frère. Mais alors toutes ses dettes retomberont sur Johanna. Le gaz a décidé qu'il empoisonnerait progressivement Ilia jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis le vendrait à des marchands d'esclaves. Soudain, son jeune frère Edwin apparut devant Étienne. Il a dit à son frère qu'il était tombé bas. Le garçon voulait que son frère vive, mais maintenant il est malheureux même pour lui. Étienne reprend conscience et demande à Johanne si elle ne ressent vraiment pas de douleur lorsqu'il touche ses blessures. La fille a répondu que tout allait bien et quelqu'un a frappé à leur porte. C'était le serviteur Joseph qui cherchait Lady Johanna. En les voyant ensemble, il commença à battre le garçon. Le domestique lui demanda s'il se considérait vraiment comme un homme. Après tout, c'est un esclave qui a osé toucher sa maîtresse. Johanna lui a crié d'arrêter et d'arrêter de battre le garçon parce que c'était elle qui lui avait demandé ce qu'il faisait. Joseph demanda à la dame de retourner dans sa chambre et ajouta que tout cela n'allait pas. Et le moins qu'il puisse faire pour elle, c'est de tout signaler à M. Élie. Johanna a alors imaginé ce qui se passerait si son frère l'apprenait. Elle savait avec certitude qu'il le tuerait. Et elle vient d'avouer ses sentiments à une personne qu'elle ne deviendra jamais. La jeune fille décida que ce ne serait pas comme ça, et attrapa la pierre qui se trouvait sous ses pieds. Joseph a dit au garçon qu'il devait être attaché, et que M. Élie déciderait demain quoi faire de lui. Johanna a amené la pierre bien au-dessus de sa tête et a voulu frapper la servante avec. Mais Étienne l'a arrêtée en saisissant la pierre. Il a dit qu'il ne la laisserait pas faire ça. La dame a dit qu'elle voulait le sauver. Et Étienne lui répondit qu'il préférait mourir, mais qu'elle ne deviendrait pas une meurtrière à cause de lui. Et a ajouté qu'elle ne pourra pas vivre avec ce fardeau sur son âme. Joseph les a traités de sauvages et a dit à Madame Ioannis qu'il le faisait pour la protéger, mais qu'elle avait déjà perdu toute décence et dignité. Et la fille a ri. Elle a demandé quand il a commencé à s'inquiéter pour sa dignité. Après tout le monde dans cette maison lui crache dessus depuis longtemps et se comporte avec elle comme un fantôme. Johanna a dit à Joseph qu'il pouvait faire ce qu'il voulait à son frère, mais que s'il faisait quelque chose au garçon, elle se suiciderait.
Le serviteur demanda à la dame si elle devait si négligemment donner sa noble vie pour un esclave. La jeune fille a répondu qu'elle ne le regretterait pas une minute, car elle n'avait pas vécu depuis longtemps. Quand Joseph partit, Johanna demanda à Étienne ce qu'il devait faire maintenant. Après tout, à cause d'elle, il peut désormais mourir. Le jeune homme répondit qu'il n'allait pas encore mourir. Il a ajouté que, peu importe à quel point les choses tournaient mal et peu importe à quel point ce qui se passait l'énervait, il valait mieux vivre que pourrir sous terre. Johanna dit au revoir à Étienne et lui dit qu'il était temps pour elle de retourner dans sa chambre. Elle lui a demandé de se reposer et de rester à l'écart pendant un moment pour laisser ses blessures guérir. Massa était très inquiète car Johanna n'était pas chez elle à une heure aussi tardive. Elle a demandé à la jeune fille où elle se trouvait et pourquoi elle ne portait qu'une chemise de nuit. La dame a demandé à la nounou de se calmer et a surmonté le fait d'être avec lui. Le vieux Massa soupira et dit que c'est pour cela qu'elle s'inquiète, parce qu'ils ne sont plus des enfants et qu'il peut lui faire quelque chose. Johanna a répondu que cela ne la dérangeait pas qu'il le fasse. Après tout, il remplissait le vide de son cœur par sa seule présence, et lui seul pouvait le faire. Elle a rappelé à la nounou que ce garçon était un cadeau de son père, et qu'elle avait donc le droit de faire de lui ce qu'elle voulait. Mais elle a dit qu'ils passaient tout leur temps ensemble depuis plus d'1 an. Massa a dit qu'elle savait que M. Ilaï avait arrangé un mariage avec le comte. Par conséquent, elle comprend son comportement, mais ne la laissera pas faire des bêtises avant le mariage. Johanna a commencé à crier qu'elle devait épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas, choisi pour elle par son frère, qui lui devait de l'argent. Elle est désormais obligée de vivre avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, et tout le temps jusqu'à la fin de ses jours, elle vivra sans s'arrêter pour penser à ce garçon qui l'a profondément touchée et avec qui elle se sentait heureuse. Au moment où Étienne et elle se disaient au revoir, Johanna pensait qu'ils se reverraient demain. Mais leur prochaine réunion n'a eu lieu que 5 semaines plus tard. Et avant cela, le vieux Massa avait appris à la fille à broder. La dame a dit qu'elle n'avait aucun talent pour cela. La nounou l'a rassurée. Au début, personne n'en avait. Lorsque la fille commençait à se fatiguer, elle demandait sans cesse à la nounou d'aller se promener dans la cour, mais elle refusait constamment. Cette fois, la raison était qu'il pleuvait dehors. Johanna était indignée que la nounou interdise à sa maîtresse de marcher. La jeune fille savait que ce n'était pas la pluie, mais que la bonne ne voulait pas qu'elle voie Étienne. Madame Johanna a parcouru le couloir jusqu'à sa chambre et n'a cessé de penser à Étienne, dont les blessures ont besoin d'être soignées. Et maintenant, elle ne peut même pas sortir. Son frère la rattrapa dans le couloir. La jeune fille avait peur que Joseph lui dise tout. Elle a déjà pensé à ce qui va arriver à son amant maintenant. Mais Élie lui sourit, à la grande surprise de la jeune fille, et l'informa que leur père venait vers eux. Le frère ordonna à Johanni de se rassembler, car le comte Noah avait invité leur famille chez lui. Élie a ajouté que le domaine du comte Noah est impeccable. Elle devrait donc regarder de manière à ce que personne ne pense qu'elle est du village. Et elle doit aussi impressionner le comte par son apparence. Assise dans la voiture, Johanna réfléchit au fait qu'elle n'avait jamais pensé à quitter Regvel. Père a demandé s'il leur était difficile d'organiser le bal sans lui. Élie a répondu que ce n'était pas difficile pour lui, mais que maintenant il doit encore faire en sorte que le matchmaking se passe bien. Le père a déclaré qu'il avait entendu dire que le comte Noah venait d'une famille riche. Le garçon a répondu qu'il avait un immense respect pour Pierre Noah. Et il a ajouté qu'il était un homme d'apparence attrayante, digne et doté de beaucoup de connaissances. Par conséquent, en tant que marié, il est idéal. Le frère a demandé à Johanna si elle était heureuse qu'il lui ait trouvé un tel marié. La jeune fille sourit à son frère et pensa « Eh bien, épouse-le toi-même. » Le comte Twain a déclaré qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'une personne aussi riche que le comte Noah deviendrait un membre de leur famille et a regardé sa fille droit dans les yeux. Johanna était surprise car c'était la première fois que son père la regardait dans les yeux aussi longtemps. Et il pensait à quel point elle ressemblait à sa défunte mère. Lorsque la jeune fille a vu le domaine du comte Noah, elle ne pouvait pas imaginer combien de temps et d'argent il fallait pour le construire. Stara Massa n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Le comte Pierre Noah a salué les invités et les a remerciés d'être venus jusqu'ici. Le comte Twain serra la main de l'hôte et le remercia pour l'invitation. Pierre s'est approché d'Johanna et lui a dit qu'il était heureux de la voir ici, ajoutant qu'une semaine entière s'était déjà écoulée depuis le bal. La jeune fille l'a remercié, mais elle-même ne pouvait pas s'habituer à cette situation. Une belle femme d'âge moyen s'est approchée d'eux, a salué les invités et les a invités au domaine. Il s'agissait de Marilyn Bell, la tante de Pierre, elle-même originaire de l'Empire Ursec. Pierre a dit que sa tante a déménagé ici à Caspion après la mort de ses parents,
alors qu'il était très jeune et l'a élevé comme son propre enfant. Ellie s'étonna qu'elle soit la tante de Pierre et dit qu'elle était si jeune et si belle qu'il pensait l'avoir prise pour la sœur du comte. Mais la femme comprit qu'Ellie la flattait. Marilyn demanda au comte Twain s'il était vrai qu'il avait sa propre entreprise dans la capitale. Le comte répondit que oui, donc le temps était la seule chose dont il disposait beaucoup. La femme a répondu qu'en tant que native d'Ursec, elle n'a aucune idée de ce que signifie gérer sa propre entreprise, parce que les locaux sont ici très différents de ses concitoyens. Elle a ajouté que toute l'aristocratie locale, comme le comte Eugène et Pierre, cherche désespérément à s'enrichir. Le comte répondit qu'il comprenait son inquiétude. Après tout, il est difficile de qualifier le commerce de métier élégant. Mais pour une personne sans instruction et dépourvue de tout talent, il est totalement impossible de se plonger dans le monde noble de l'aristocratie. Le comte Twain a ajouté que c'est exactement pourquoi ils sont simplement obligés de tendre la main à une telle personne. Marilyn a félicité le comte pour son discours. La femme pensait que ce comte n'était pas le meilleur, mais il a quand même au moins une certaine réputation. Puisque l'initiative est entre leurs mains, il ne sera pas difficile de traiter avec lui, d'autant plus qu'il ne se marie pas pour la richesse et la gloire. La fille lui paraissait simple, mais obéissante, et c'était important. C'était aussi un plus qu'elle ait 10 ans de moins que Pierre. La tante a décidé qu'il lui suffirait de lui donner des fils, rien d'autre n'était nécessaire. Le comte Pierre demanda la permission d'aller se promener seul avec Madame Johanna. Ellie était heureux de soutenir cette idée, ajoutant que sa sœur adore les promenades. La fille ne voulait pas y aller, et son frère lui a murmuré à l'oreille qu'il n'y avait rien de plus attirant qu'une femme hostile. Elle devrait donc agir de manière plus agressive avec lui. Quand ils sont partis, Pierre a regardé Johanna et a trouvé qu'elle était assez drôle. Et il ne croit pas du tout qu'elle soit la sœur de cette Ilia narcissique. Pierre s'étonnait qu'un tel trésor soit caché dans la campagne. Après tout, cette fille est bien meilleure que les filles frivoles et choyées d'Ibel. Le comte Noah a demandé à Lady Johanna si elle aimait son domaine. La fille a répondu qu'il était beau et a admis qu'elle l'enviait même parce qu'il vivait ici. Et l'homme a répondu que sa jalousie était complètement inutile, car son élu obtiendrait tout ce qu'elle voulait. Pierre a serré Madame Johanna dans ses bras et lui a dit que tout cela deviendrait bientôt le sien. La famille du comte Noah n'a pas toujours été aussi riche. Grâce à une série d'erreurs commises par leurs ancêtres, sa famille n'avait réussi que miraculeusement à conserver Ibel et à sauver la face. Les vêtements et le linge qu'ils utilisaient sont décolorés depuis longtemps, et les vieux meubles sont tombés en ruine. Le très jeune Pierre a pris la place du chef de famille après le décès de ses parents. Il a pris tout ce qui pouvait rapporter au moins un revenu, donc la question de la moralité ne le dérangeait pas du tout. Pierre était heureux de pouvoir paraître beau et porter des vêtements chers. Un jour, il aperçut un très jeune Étienne demander à 2 hommes de lui rendre son argent. Et ils répondirent en riant qu'ils avaient déjà tout dépensé. Ensuite, le jeune comte a décidé que la pauvreté et la mendicité ne devraient pas être présentes dans les rues de sa ville. Et au fil du temps, il n'y avait plus de mendiants du tout. Pierre considérait Johanna comme une fille à la dignité intacte, une fille que personne n'avait encore touchée. Il pensait que c'était elle qui lui convenait vraiment. Johanna était allongée sur le lit et regardait autour de la pièce. Elle savait que ce n'était qu'une chambre d'amis, mais elle avait l'air bien mieux que sa chambre personnelle à Raguel. La jeune fille se souvint des paroles de Pierre selon lesquelles tout cela deviendrait bientôt le sien, et se demanda si elle l'épouserait vraiment. Soudain, Étienne apparut devant elle. Le gars lui a demandé si elle l'avait déjà oublié. Est-ce que toutes ces guirlandes lui ont voilé les yeux? Il lui a rappelé qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui, mais il a ajouté que c'était de sa faute si elle était tombée amoureuse d'un esclave sans valeur, et qu'elle était incapable de se séparer de lui. Johanna savait que c'était juste son imagination. Mais la jeune fille a répondu que sa famille n'écouterait pas ses pensées. Et le gars s'est allongé à côté d'elle et a dit qu'il était sa famille et qu'elle devrait le comprendre. Dans la matinée, Johanna a découvert que tout le monde l'avait laissée seule ici et est retournée à Regvel. La jeune fille a demandé à Massa pourquoi elle n'avait pas été réveillée. La vieille fille répondit qu'on lui avait dit que la dame aimait tellement cet endroit qu'elle ne voulait pas rester plus longtemps. Mais Johanna s'est indignée car elle ne l'a pas dit. Le comte Pierre a dit à Ilia qu'au bal, beaucoup de gens avaient les yeux rivés sur sa sœur, donc il serait plus à l'aise si elle était là, car de toute façon, il se marierait bientôt. Ellie a répondu à son ami que c'était une sage décision, et lui a demandé de prendre soin de sa sœur. Il a ajouté qu'il serait préférable pour Johanna de s'habituer à Ibel le plus tôt possible. Johanna ne pouvait pas croire que son père et son frère l'avaient laissée ici. Soudain, Marilyn Bell frappa à sa chambre et, entrant,
dit à la jeune fille d'aller se promener avec elle. La jeune fille comprit qu'ils avaient tout prévu dès le début. Le comte Twain demanda à son esclave de lui verser du vin, ajoutant qu'il était fatigué après les 2 jours de voyage. Étienne, versant le vin, dit avoir remarqué que Madame Joanne n'était pas revenue avec lui. Le comte répondit qu'Élie lui suggérait d'y rester encore un peu. L'homme a admis qu'il se sentait coupable devant sa fille parce qu'il s'était éloigné d'elle. Mais c'est parce qu'en la regardant, il se souvient de sa défunte épouse. Il a ajouté qu'il lui était même difficile de lui sourire. Le comte était heureux qu'un si beau marié ait été trouvé pour Johanna, car il voulait aider sa fille à fonder sa propre famille. Étienne reprit courage et dit au comte que dans ce cas, il ne pensait pas que ce soit une bonne idée de la marier à cet homme. Le comte Twain regarda attentivement l'esclave et lui demanda s'il comprenait ce qu'il disait. Le gars s'est excusé, mais a ajouté que le monsieur devrait le savoir. Tout d'abord, le comte Noah gagne de l'argent grâce à la contrebande. Et il vend de tout, de la drogue aux gens. Le jeune homme a ajouté qu'il ne connaissait pas tous les détails. Le comte répondit au garçon qu'une telle personne aurait vraiment du mal à faire confiance à sa fille unique. Le maître demanda à l'esclave comment il savait tout cela. Étienne montra au comte sa marque sur son bras et dit qu'il était beaucoup plus facile à un homme de sa position d'obtenir des informations qu'à un autre. Le garçon s'est agenouillé devant le comte et a déclaré qu'il le respectait profondément et lui était reconnaissant de lui avoir sauvé la vie et de l'avoir emmené avec lui. Rab a ajouté que le cas du comte Noé n'a pas encore été porté devant les tribunaux, mais que ce n'est qu'une question de temps. Il s'inquiète donc de la réputation de la famille d'Evgeny, qui pourrait être ternie par ce mariage. Étienne crut un moment que le comte réfléchissait, mais il l'a traité de garçon grossier et lui a versé du vin sur la tête, ajoutant qu'il ne devait pas se mêler des affaires familiales. Le comte a déclaré qu'il fermerait les yeux sur son comportement aujourd'hui et lui a ordonné de partir. Le garçon a remercié le monsieur d'avoir vu son impolitesse. Élie marchait dans le couloir et pensait qu'il avait déployé tant d'efforts pour obtenir plus d'argent du mariage de Johanna, que cet imbécile de Pierre était lui-même tombé amoureux d'elle. Le jeune homme était sûr que les yeux de sa sœur étaient grands ouverts devant la beauté et le luxe dans lesquels vivait le comte Noah. Après tout, à part ce village isolé, elle n'avait jamais rien vu d'autre de sa vie. Il pensait que ses yeux seraient formidables si elle restait là jusqu'au mariage lui-même. Soudain, il aperçut un esclave sortant du bureau du comte Twain. Eli fut surpris de voir à quel point le garçon avait grandi pendant cette période. Il demanda ce que faisait un esclave sur le domaine de son père. Le garçon répondit qu'il avait apporté du vin au comte. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi son père le demandait et pas d'autres domestiques. Ilia se demandait ce qui attirait tant son père vers cet esclave. Quand Élie regarda la chemise du garçon déboutonnée et couverte de vin, il dit que son père ne devait pas aimer son vin. Auparavant, Eli était aussi une personne capable d'examiner la situation de manière impartiale. Il comprit qu'il pouvait faire d'un garçon aux traits si raffinés son esclave personnel. Alors même lui pourra montrer son pouvoir à l'aristocratie locale. Mais c'est exactement ce qui l'énervait à propos de ce type. Sa posture égale, son regard inexplicable et ses yeux pénétrants. 2 servantes virent le garçon dans la cuisine et lui demandèrent ce qu'il faisait là. Il répondit qu'il voulait préparer du thé pour le comte. Les filles étaient heureuses d'avoir un travail de moins, alors elles l'ont laissé faire. Étienne baissa les yeux sur ses mains. Il se disait que désormais sa vie n'avait plus de sens, et il pensait à ce qui se passerait si Johanna ne revenait pas. Il voulait vraiment qu'elle reste le chef de cette famille. Ils pourraient alors vivre ensemble à Raguel jusqu'à leur mort, en s'aimant. Étienne a décidé qu'il le ferait pour elle. Autour du thé, Marilyn Bell a dit à Johanny qu'elle était une fille modeste et réservée, et elle l'a remerciée. Tante Pierre lui a proposé de jouer un mariage pour son 18e anniversaire, mais elle a ajouté que les enfants devraient naître alors qu'ils sont encore jeunes. Johanna ne savait pas quoi répondre. Marilyn a dit à la jeune fille qu'elle avait de très beaux yeux bleus. La jeune fille n'était pas prête pour ce qu'elle disait ensuite, sur le fait que les enfants devraient avoir ses yeux bleus, mais qu'avec des cheveux bruns, ils auront l'air trop ordinaires. Par conséquent, un garçon blond aux yeux bleus est ce dont vous avez besoin. Marilyn a dit que John était en forme et en bonne santé, donc il n'y aurait aucun problème à donner naissance à 10 fils. Johanna alla trouver Étienne qui dormait sur le foin et le réveilla. Il lui demanda ce qu'elle faisait ici à une heure si tardive. La jeune fille a dit qu'elle avait fait un mauvais rêve. Elle demanda la permission de s'allonger à côté de lui et lui dit qu'elle avait rêvé que son frère l'avait vendue à un comte douteux. Étienne a rassuré la jeune fille en lui disant que ce n'était qu'un rêve. S'allongeant un peu, Johanna s'est excusée auprès du garçon à cause des conditions dans lesquelles il vit, mais a déclaré qu'elle ne pouvait en aucune façon y contribuer.
Le jeune homme a répondu que tout va bien, car c'est bien mieux que de dormir au bord de la route. Il ajouta qu'il n'y avait pas d'autre esclave au monde pour lequel sa maîtresse se souciait autant. Johanna a dit avoir vu son frère le pousser hors de l'échelle. Le gars a répondu que c'était une petite chose et lui a demandé de s'endormir sans penser à rien et il la protégerait. De la boue tout autour. Et à côté le corps chaud d'Étienne et sa respiration langoureuse. C'était un souvenir important pour elle, et maintenant elle se réveillait seule dans une grande pièce. 2 semaines se sont écoulées depuis l'arrivée d'Johanna à Aibel. Les journées monotones s'éternisaient. Elle a passé du temps avec le comte Noah. Et le reste de la journée, Madame Bell lui enseigna les manières qui conviennent à la femme d'un comte. Marilyn semblait belle à la fille, rien qu'en la regardant, elle étudiait déjà. À un moment donné, Johanna s'est rendue compte qu'elle commençait à s'adapter à cette vie luxueuse et aux paysages étrangers qui l'entouraient. Mais elle ne parvenait pas à s'habituer au comte Noah. Aussi simple soit-elle, la jeune fille comprenait ceux qui se cachaient derrière son regard. Il la désirait comme Étienne l'avait alors fait dans la cabine. Johanna souhaitait partager son expérience avec Étienne. Elle lui racontait comment la fille du village était arrivée dans cette résidence chic. La jeune fille qui courait avec lui à travers les champs doit désormais épouser le comte et devenir une noble dame. Sur le fait que tout le monde appelle cet endroit le paradis, mais pour elle, ce n'est pas mieux que la prison. Son regard était de plus en plus attiré par les couples qu'on appelle ici malheureux et pauvres, parce qu'ils semblent à la jeune fille semblables à elle et à Étienne. Le comte Pierre a dit à Johanna qu'il avait remarqué qu'elle n'était pas à l'aise avec lui seule. La jeune fille a répondu que ce n'était pas le cas, l'appelant Monsieur Noah. Pierre lui a demandé combien de temps encore elle comptait l'appeler Monsieur. Le jeune homme a ajouté qu'il souhaitait que sa bien-aimée l'appelle Pierre. Johanna regarda son assiette et pensa qu'elle menait désormais une vie monotone qui n'avait aucun sens. Cette vie n'était pas pour elle. Étienne prépara à nouveau du thé pour Monsieur Élie et dit aux servantes qu'il était devenu fasciné par le processus de préparation du thé et qu'il le préparerait désormais tous les jours. Les filles étaient heureuses qu'il le fasse pour elles. Alors elles prirent le plateau sans poser de questions pour l'apporter au maître. Le garçon a demandé si Monsieur Ilia avait aimé le thé la dernière fois. L'une des servantes a répondu qu'il était habituellement difficile, mais cette fois-là il a bu son thé et n'a rien dit. Ensuite, le garçon a demandé de ne pas dire au maître que c'était lui qui le préparait. Après tout, il peut être désagréable pour le maître que l'esclave lui prépare du thé. Une fois parti, Étienne sortit une fiole de poison de son gant. Ilaï s'est approché de la maison près de laquelle la servante Daria l'attendait. Il s'est plaint d'un violent mal de tête et lui a demandé si Madame Daria a répondu « oui ». Et Ilaï pensait qu'il avait peut-être constamment mal à la tête à cause de ses pensées sur la façon dont il serait plus rentable d'épouser Johanna et de rembourser ses dettes. Lorsqu'il entra dans la maison, Élisabeth l'attendait. Il se demanda pourquoi elle est encore ici, mais il l'a accueillie comme une fille bien aimée. Remarquant qu'elle était en larmes, Élie lui a demandé si elle était si triste à cause de lui, et s'est excusée de ne pas avoir pu lui rendre visite pendant si longtemps. La jeune fille a répondu qu'il ne s'agissait pas seulement de cela, mais qu'elle pleurait parce que son père serait contre leur relation jusqu'à sa mort. Élie a proposé de rencontrer son père. De cette façon, il pourrait dissiper tous les doutes de son père à son sujet. Le jeune homme a demandé s'il était possible d'organiser cette rencontre. Élisabeth a dit qu'elle avait besoin de savoir s'il l'aimait vraiment. Élie a répondu à la fille qu'il l'aimait plus que tout au monde, et lui a demandé si elle était si bouleversée parce qu'il ne s'était pas présenté depuis longtemps. Et la fille se tut. Elle se souvenait des paroles de son père selon lesquelles s'il l'aimait vraiment, il n'aurait pas osé faire une telle chose. Après tout, il a annoncé au bal que sa sœur allait épouser le comte Noah, mais il visite depuis longtemps la résidence du comte Noah. Le père a dit à Élisabeth qu'Élie comprenait parfaitement le type de relation qu'ils entretenaient avec la famille de Pierre Noah. Et maintenant, il dit qu'il l'aime, et il donne lui-même sa sœur en mariage à l'ennemi de sa bien-aimée. Par conséquent, il n'est rien de plus qu'un méchant scélérat qui veut de l'argent et de la gloire. Le comte demanda à sa fille si un tel homme pouvait rendre sa femme et ses enfants heureux. Le père a dit qu'il la laisserait venir vers lui seulement pour qu'ils se séparent. Élisabeth a demandé à Élie s'il était vrai que sa sœur épousait le comte Noah. Le jeune homme répondit que les rumeurs étaient déjà parvenues à Ibel. Élie a dit que c'était vrai et a demandé si c'était la raison pour laquelle elle était si bouleversée. Il a promis que ce mariage ne l'affecterait en rien. Alors le garçon commença à jurer son amour éternel. Mais la jeune fille savait que si Madame Evgenia épousait le comte Noah, le jour de son mariage avec Ilia ne viendrait jamais. De plus, il ne serait pas avantageux pour Madame Johanny elle-même de lier son sort à une personne telle que le comte Noah. Après tout,
Immédiatement après le mariage officiel, la réputation de la famille d'Evgueni chutera fortement. Élisabeth pensa. Et si M. Eli ne savait tout simplement pas ce qu'ils disent du comte Noah? La jeune fille a dit que cela ne lui semblerait peut-être pas approprié, mais qu'il s'agirait de sa famille. Et elle lui a demandé s'il était possible qu'il change d'avis sur le mariage de sa sœur avec ce chef d'accusation. Parce que les rumeurs à son sujet ne rentrent tout simplement pas dans sa tête. Eli l'interrompit et lui dit que Johanna et Pierre s'aiment. Donc on ne peut pas s'interposer entre eux et interférer avec leur bonheur. Il a ajouté qu'il était lui-même inquiet de ces rumeurs au début. Mais Johanna ne cessait de répéter qu'elle l'aimait, et que ce n'était pas lui qui l'avait fait. Elle voulait ce mariage. Par conséquent, Eli a décidé que sa sœur ne devrait pas s'inquiéter du fait qu'il soit maintenant avec elle. Élisabeth a dit qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une rumeur à propos du comte Noah. Et Eli lui a demandé si elle était prête à se tenir entre deux amants simplement parce que sa famille s'adonne à la divination. Il a ajouté que si c'était le cas, il était déçu car elle n'était pas meilleure que son père et il est parti. Élisabeth ne comprenait pas pourquoi il l'avait encore quittée. Eli a crié à la femme de chambre qu'elle n'avait pas réussi à dissiper tous les doutes d'Élisabeth à son sujet. Daria a répondu que tout allait bien pour elle, mais qu'elle ne pouvait pas influencer le marquis. Elle a raconté comment la dame avait tenté de persuader son père de le rencontrer. Mais cette conversation n'avait fait qu'allonger la durée de son assignation à résidence. Eli a pensé à chercher quelqu'un d'autre. Mais toutes les jeunes filles issues de familles décentes ont été emmenées depuis longtemps. Il devait battre Pierre Noah au plus vite et par tous les moyens. Eli sourit et dit à Daria que peu importe l'entêtement du marquis de Marie, il ne pouvait pas ignorer l'enfant de sa fille unique et bien-aimée. Quelques jours plus tard, Élisabeth montait en calèche avec une femme de chambre. La jeune fille a été surprise qu'Eli l'ait invitée à Regvel après avoir été offensée par elle. La femme de chambre a dit que M. Vicomte était vraiment désolé pour cette journée, alors il l'a invitée à s'excuser. Et Élisabeth était inquiète avant la rencontre avec le comte et Johanna. Il faisait déjà nuit lorsqu'ils arrivèrent à la maison abandonnée du village. La jeune fille comprit que ce n'était pas la résidence du comte, mais descendit de la voiture et se dirigea vers la porte. Dès que la porte s'ouvrit, Eli attrapa la main de la jeune fille et la tira derrière lui. Il ordonna à Daria de laisser partir le cocher et d'attendre dehors jusqu'à ce qu'il ait fini. Eli jeta la fille sur le lit et se déshabilla. Elle ne comprenait pas ce qui se passait ni où il se trouvait. Le jeune homme a déclaré que c'était désormais sa nouvelle maison. Il lui a fait très mal et Élisabeth a crié. Daria, qui se tenait derrière la porte, pensait que la fille pouvait s'allonger en silence et que tout se terminerait rapidement. Eli a demandé à la jeune fille si elle-même n'en voulait pas. Élisabeth a répondu qu'elle voulait qu'il se marie avec la bénédiction de son père. Le garçon a dit qu'elle l'avait supplié de l'embrasser tout le temps qu'ils étaient ensemble. Et maintenant, tous les saints furent témoins de leur mariage. Par conséquent, après leur proximité, à partir de ce jour, elle est Élisabeth Eugénia, et non de Marie. Après cet incident, la jeune fille est devenue très renfermée et a cessé de parler. Dans la soirée, le vieux Massa a demandé à Madame Johanna pourquoi elle était si inquiète. Après tout, ils sont ici depuis plus d'un mois, et elle soupire constamment et ne sourit presque jamais. La jeune fille répondit qu'elle ne voulait toujours pas épouser le comte Noé. Johanna décida qu'elle l'informerait dans la matinée de son désir de retourner à Raguel. Massa lui a demandé si elle était prête à échanger ce luxe contre une vie avec un esclave au village. La vieille femme disait que c'était le diable lui-même, dans le corps d'un oiseau de l'enfer, qui la dérangeait. Johanna a dit que chaque jour ici, elle pensait à la façon dont elle voulait vivre. Par conséquent, elle a réalisé qu'elle n'était pas prête à passer sa vie là où chacun de ses pas était surveillé. Aussi, cette longue séparation d'avec Étienne n'a fait que renforcer son amour pour lui. Elle se souvenait de la façon dont son visage indifférent avait rougi lorsqu'il l'avait vu. Elle aimait aussi la façon dont il lui offrait des roses à chaque occasion, même si elle se souvenait qu'elle les aimait il y a longtemps. Elle aimait la façon dont il l'embrassait, aimait la lourdeur de son corps, aimait ses yeux rouges rubis. Alors peut-être qu'elle est tombée amoureuse du diable lui-même. Le vieux Massa s'est écrié que la défunte dame aurait pleuré si elle avait vu tout cela. Après tout, la servante lui a promis de prendre soin de l'enfant comme si c'était le sien. Massa a déclaré qu'elle faisait de son mieux pour lui offrir une vie brillante et digne. Johanna a répondu qu'elle choisit elle-même comment vivre. La nounou a dit à la jeune fille qu'elle regretterait plus tard son choix. Et elle a ajouté qu'elle ne la comprend pas, car tout le monde rêve d'une vie aussi luxueuse. La fille a répondu que alors, pourquoi vivre si vous ne pouvez pas faire quelque chose à cause de la peur de le regretter un jour? Johanna a ajouté qu'elle ne se soucie pas de ce que les gens disent d'elle. Dès leur retour à Raguel,
Elle fuira donc avec Étienne vers un endroit où ils ne seront pas retrouvés, et ils construiront une petite maison, et y vivront une vie simple et libre. Auparavant, la jeune fille ne parlait pas à haute voix de ses désirs. Elle a toujours vécu selon le plan de quelqu'un d'autre. Johanna Evgenia est la fille noble et malheureuse du comte Evgenia, qui a perdu sa mère immédiatement après sa naissance. En fermant les yeux, Massa se souvenait encore de ce jour. Quand Johanna est née, il y avait une tempête de neige devant la fenêtre, et la dame a dit au revoir à la vie et lui a demandé de prendre soin de l'enfant comme si c'était le sien. Après la mort de sa femme, le comte se replia sur lui-même et Élie devint très en colère et battait souvent sa sœur sans raison. Mais malgré cela, la fille a grandi pour devenir une bonne personne. Massa regardait cette douce enfant et croyait qu'un jour elle recevrait les soins et l'affection qu'elle a toujours mérités. C'est arrivé, mais c'était Étienne. Il lui prodiguait ses soins et elle l'aimait en retour. Mais le monde entier était contre leur relation. Johanna fut surprise de voir le serviteur de Joseph dans la propriété du comte Noah. Il rapporta que le comte Eugène avait ordonné que sa fille soit emmenée à Regvel. Pierre a dit qu'il était vraiment désolé, parce qu'il voulait être encore avec elle. Mais si son père le souhaite, alors nous devons y aller. Et je me suis demandé pourquoi si soudainement. La jeune fille était heureuse que tout se soit passé ainsi, car elle ne savait pas par où commencer une conversation sur le retour à la maison. Massa a dit que, probablement, le comte avait raté de peu sa fille. Johanna était surprise que Massa soit à ses côtés. Soudain, Pierre sortit de sa poche une alliance, la mit au doigt de la jeune fille et lui baisa la main en signe d'adieu. Il a ajouté que son alliance serait bien meilleure que cette bague coûteuse. La jeune fille ne répondit rien et se dirigea vers la voiture qui était arrivée pour elle. Assise dans la voiture, Johanna a demandé à Massa pourquoi elle avait changé d'avis. La nounou a répondu qu'elle serait toujours à ses côtés pour que rien ne se passe. Dès qu'ils arrivèrent au domaine d'Evgenie, Johanna aperçut Étienne et courut vers lui. La nounou les regarda s'embrasser. Massa se souvenait de ceux qu'elle avait vus la nuit dans la propriété du comte Noah. Lorsqu'elle revint dans la chambre de la dame, elle aperçut Pierre essayant de lui injecter une seringue. Elle lui a demandé ce qu'il faisait dans la chambre de madame Johanna. Il a répondu qu'il venait juste de rendre visite à sa bien-aimée. Le comte a ajouté que la jeune fille avait de la chance d'avoir une assistante aussi fidèle qu'elle. Johanna s'est excusée auprès d'Étienne de l'avoir quittée si longtemps. Elle a admis qu'elle pensait à lui tous les jours. Étienne répond que, de même, ses pensées à son égard l'ont aidé à survivre à cette séparation. La jeune fille a ajouté qu'elle regardait depuis sa fenêtre dans la direction où il se trouvait. Johanna a avoué au garçon qu'elle l'aime, même s'il est en réalité un oiseau de l'enfer. Mais étant loin de lui, elle rêvait de son baiser. La jeune fille serra Étienne dans ses bras et lui dit qu'elle ne pouvait pas aller à l'encontre de ses sentiments et épouser le comte Noé. Le jeune homme lui a demandé si elle comprenait à quoi elle renonçait. Après tout, c'est un simple esclave qui n'a absolument rien. Johanna a répondu que bien qu'il soit esclave, son cœur ne bat pas quand il n'est pas près d'elle. Ils doivent donc s'échapper pour la cérémonie de mariage, qui aura lieu au début du printemps, le jour de sa majorité. Étienne lui demanda comment elle quitterait Regvel, qu'elle aimait tant. La jeune fille a répondu qu'elle le quitterait quand elle se marierait. Elle ne voulait donc pas regretter pour le reste de sa vie ce qu'elle n'avait pas fait. Johann a demandé à Étienne ce qu'il pensait de la fuite, et le garçon a compris combien il est difficile de quitter sa maison et de s'enfuir vers un endroit inconnu. Et comme ce sera difficile pour eux au début, il voulait vraiment tout lui dire, mais il ne savait pas comment elle réagirait. Par conséquent, il a répondu que même si le soleil et la lune changèrent de place, il ne cesserait pas de l'aimer. Étienne a compris que Johanna est la seule personne dans sa vie qu'il est encore capable de protéger. Le garçon ajouta qu'il irait partout avec elle, même en enfer, et ce jour-là, il est devenu son esclave. Lorsque le soleil éclairait ses cheveux, Johann vit les cheveux blonds d'Étienne et dit que cela lui allait très bien. Le jeune homme dit à Johannina qu'il était temps pour elle de rentrer à la résidence, car elle avait encore besoin de saluer le comte. Johanna a demandé pourquoi son père l'avait appelée. Étienne a répondu que tout allait bien et qu'elle ne pouvait pas s'inquiéter. Le comte Twain était furieux qu'Élie lui ait menti sur les manières et la réputation du comte Noah. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau du comte, Johanna relâcha son esclave. Le père a félicité sa fille pour être amie avec une personne de statut inférieur à elle. La jeune fille a répondu que c'était lui qui lui avait appris à se soucier des personnes qui n'avaient pas de richesse. Son père a confirmé ses propos. Il a également ajouté qu'il fallait pardonner leurs concessions, qu'ils font en raison de leur proximité. Mais le devoir des riches est de faire preuve de miséricorde et de générosité envers les pauvres.
Le comte dit que ce serait bien si son frère écoutait ses paroles comme elle. Johanna a demandé à son père pourquoi il l'avait emmenée du domaine du comte Noah. Le comte Twain a répondu à sa fille que c'était sa maison, et que peu importe la beauté du domaine du comte Noah, il n'était pas bon pour une fille célibataire de passer autant de temps sous le toit de quelqu'un d'autre. Johanna était heureuse et a admis qu'elle aussi le pensait et rêvait de rentrer chez elle. Père a dit qu'Ellie avait dit qu'elle était heureuse là-bas. La jeune fille ne savait pas quoi répondre, car si elle disait la vérité, elle trahirait le mensonge de son frère. Le comte vit son hésitation et lui demanda directement si elle souhaitait épouser Pierre Noy. Johanna était surprise que son père lui demande ce qu'elle pensait, mais elle n'a pas eu le temps de répondre, puisqu'il a déclaré qu'il n'était pas intéressé par leur mariage avec un représentant de cette famille. Mais si elle aime Pierre autant que le dit son frère, alors il ne sera pas contre ce mariage. Johanna a crié « Non !» Elle a ajouté qu'après le bal, elle avait de nombreux supporters. Et donc, si vous attendez un peu, des candidats encore meilleurs apparaîtront. Le comte répondit qu'il est possible de chercher un époux dans d'autres empires, par exemple dans l'empire d'Ursec. Dit le père, proposant à sa fille de choisir de rester à la maison à Ragwell pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils oublient ses fiançailles avec le comte Noah, ou de partir en voyage à l'étranger. Johanna pensait que c'était une excellente occasion d'échapper à son frère avec son esclave. Par conséquent, elle a accepté avec joie la proposition de son père. Allongée dans la salle de bain, la jeune fille réfléchit à ce qui était arrivé à son père. Il n'avait jamais parlé aussi longtemps auparavant, et maintenant il la regardait dans les yeux. Elle ne pouvait pas croire qu'il lui avait permis de ne pas épouser le comte Noé, et qu'elle partirait bientôt à l'étranger avec Étienne. Lorsque le garçon a pris le voyage dans son empire natal, il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait, mais son cœur se serra en voyant Johanna lui apprendre sa langue maternelle. Dans l'empire d'Ursec, dans la résidence du prince Bernhard, la princesse Catalina Bernhard a demandé à son propre fils Ludovic pourquoi il avait renoncé au titre. Elle lui rappela que leur famille n'avait pas d'héritier du sang du prince Bernhard, elle serait donc dissoute et tous leurs biens seraient transférés à la cour impériale. Louis répondit qu'il ne voulait en aucun cas détruire sa famille, mais qu'il voulait connaître son frère Étienne, car c'était lui qui devait hériter de droit du titre.